Salut à tous! Pour cette nouvelle sélection, on va s'intéresser à 10 artistes qui, par leur travail ou par leur démarche extrême, testent nos limites morales et nos tabous. Qu'on apprécie ou non la démarche de ces artistes, tous ont une maîtrise parfaite de leur médium et un propos assez fou ou fort pour nous pousser à réfléchir, à ressentir ou à questionner. Pour beaucoup, l'art est lié à la beauté, à un esthétisme assez confortable. Personnellement, et comme beaucoup, je pense que la beauté est partout et qu'elle peut parfois prendre des apparences assez repoussantes. J'en profite pour décourager une dernière fois ceux qui sont sensibles aux images fortes, car certaines de celles que vous allez voir peuvent être dures à oublier. Pour les plus curieux d'entre vous ou pour ceux qui voudraient se pencher plus profondément sur les artistes dont on va parler, sachez que dans la description de la vidéo, je vous ai mis les liens vers leur site. Alors on va commencer tout de suite avec le premier artiste de notre liste, j'ai nommé Matthew Barney. Matthew Barney est un artiste américain né en 1967 à San Francisco. Ses domaines de prédilection artistique sont le dessin, la performance, Barney a été sportif de haut niveau dans une autre vie, mais aussi la sculpture, le body art et la vidéo. Il est notamment l'auteur d'un cycle de 5 films intitulé Cremasters. Le Cremaster est un muscle qui permet de contracter les testicules sous l'effet du froid ou de la peur afin de protéger les spermatozoïdes. Dans ces films, Barney interroge la différenciation des sexes, le mutant ou encore le surhumain. L'ambiance et les sensations qui se dégagent de ces vidéos sont à la hauteur de la minutie et de la parfaite maîtrise de l'univers que l'artiste nous propose. Il y a une touche de surréalisme moderne dans son travail qui n'est pas sans rappeler les meilleures heures cinématographiques de Jodorowsky. Son travail est certes cryptique et dérangeant, mais il se pare d'une esthétique si unique qu'on reste fasciné devant ses propositions. Orlan, en majuscule. De son vrai nom Mireille Suzanne Francette Porte, Orlan est une artiste multiple et jusqu'au boutiste qui interroge le corps et les standards de la beauté. Très engagée dans la cause féministe, Orlan questionne surtout le corps de la femme et les pressions politiques, religieuses ou sociales qui s'y inscrivent. Dès le début de sa pratique, Orlan va faire de son corps un terrain d'étude et d'expérimentation. Elle est l'auteure du Carnal Art Manifesto, le manifeste de l'art charnel, pierre angulaire de son œuvre qui sera notamment suivie d'opérations chirurgicales où elle recherche, je cite, à se faire une nouvelle image pour faire de nouvelles images, retirer le masque de l'inné et redéfinir le principe même de l'identité. Elle reste éveillée et consciente pendant les opérations qui deviennent alors des espaces performatifs. Ses travaux en particulier ont souvent créé de vives polémiques alors qu'ils ne sont qu'une infime partie de son travail. Orlan est certes une artiste qui bouscule et qui dérange, mais qui fait preuve d'un courage et d'un jusqu'au boutisme qu'on ne trouve que dans une pratique artistique totale. On va maintenant s'intéresser à un artiste un petit peu à part, j'ai nommé Joel Peter Witkin. Né à New York en 1939 d'un père juif et d'une mère catholique, Joel Peter Witkin va assister à un accident de voiture particulièrement dramatique à l'âge de 6 ans. Cette expérience va marquer le jeune Witkin si profondément qu'à l'âge de 16 ans, il utilise la photographie pour explorer l'univers des physiques hors normes et de la mort. Dans un style onirique, référencé et baroque, Witkin explore les déformations humaines, les monstres de foire et les liens dérangeants entre Eros, le sexe, et Thanatos, la mort. Ses œuvres marient un esthétisme aussi puissant que véritablement dérangeant. L'utilisation des objets et des corps, composés dans des tableaux aux allures de nature morte, nous renvoie à notre propre finitude. Une fois ces scènes composées, Witkin travaille ses photos de façon à les vieillir. Il gratte les négatifs, plonge ses tirages dans des bains spéciaux. On a donc l'impression que ces œuvres sont des photos d'un autre siècle, voire d'un autre monde. C'est évidemment un travail à ne pas mettre devant tous les regards et dont on pourrait être légitimement choqué. Pour autant, l'art n'est pas là pour nous plaire. On va maintenant continuer avec un artiste dont je suis totalement fan du travail et du génie, j'ai nommé Gottfried Helnwein. Il est rare de voir quelqu'un exceller de façon aussi démesurée dans toutes les techniques qu'il touche. Peinture, aquarelle, dessin, performance, installation, photographie. Helnwein est virtuose en multi-support. Dans un style hyper réaliste, Helnwein nous montre des images ou des scènes toujours dérangeantes sous leur esthétisme séducteur et la perfection de leur exécution. Il a collaboré avec plusieurs artistes et musiciens comme William Burroughs, Scorpion, Michael Jackson ou encore Marilyn Manson. En tant qu'Autrichien travaillant en Allemagne, il va souvent convoquer et interroger le triste passé nazi de ces contrées en les mixant avec des dispositifs iconiques de l'art ou de la pop culture. Son travail n'est pas forcément dur d'accès, mais assez vite, le venin d'une inquiétante étrangeté s'insinue dans notre œil. Je vous invite vraiment à aller sur son site officiel, très fourni et super classe, pour découvrir toute l'étendue du talent de ce type, mais aussi parcourir sa psyché que d'aucuns pourraient considérer assez sombre. On va donc quitter le personnage avec l'une de ses citations attitrées. Donald Duck m'a appris beaucoup plus que toutes les écoles où j'étais.
Changement de style et de message, on va maintenant s'intéresser à Santiago Sierra. Santiago Sierra est un artiste pour qui la provocation et la polémique sont au cœur de la démarche artistique. Il est né à Madrid en 1966 et vit et travaille aujourd'hui au Mexique. Son travail porte sur la mondialisation, sur le travail et sur l'exploitation capitaliste de celui-ci. Le travail de Sierra est très dérangeant car il utilise l'exploitation de la misère par l'argent pour dénoncer la violence de nos sociétés libérales et individualistes. C'est un travail très tendancieux dans la mesure où Sierra, sous prétexte de dénonciation, fait exactement ce qu'il dénonce. Les œuvres qu'il présente nous renvoient à notre participation silencieuse à ce système. Par exemple, il va payer 50 $ chacun des déshérités trouvés dans la rue afin de leur tatouer une large ligne de 30 cm dans le dos. Il va également payer 10 $ de l'heure une personne pour rester 15 jours d'affilée enfermée derrière un mur avec une simple trappe pour lui passer de la nourriture. Il paye aussi en drogue 2 héroïnomanes pour leur tondre un carré de cheveux sur la tête. Les exemples se suivent et sont tous aussi glauques. Des gens comme Santiago Sierra font un peu office de piqûre de rappel, même si la contemplation de son travail a tendance à vous enlever un petit bout d'âme plutôt que de vous la rendre plus belle. On va maintenant s'intéresser à une fratrie, ce qui peut nous laisser espérer 2 fois plus de folie. Jake et Dinos Chapman sont 2 frères britanniques et plasticiens. Au début de leur carrière, ils furent les assistants des célèbres Gilbert et George avant de se lancer dans leur propre pratique. Ils feront parler d'eux avec une première série de mannequins cauchemardesques intitulée Fuck Faces. Je me suis permis de ne vous mettre aucune photo de cette série que j'estime vraiment trop trash. Ceci étant dit, et bien que nos 2 frères soient toujours à la limite du moralement acceptable, leur talent et leur imagination tordue est sans limite. Par exemple, ils vont racheter une des rares éditions complètes imprimées des Désastres de la guerre de Goya et vont repeindre directement dessus, provoquant un énorme scandale dans le milieu de l'art. Toujours plus loin dans la polémique, les frères vont aussi acquérir légalement aux enchères quelques aquarelles d'Hitler pour intervenir dessus avec des arcs-en-ciel enfantins et naïfs. Leurs officiers nazis au brassard smiley ne vont pas arranger les choses. Mais leur approche du monstrueux et du difforme va connaître son apogée avec une œuvre monstre sobrement intitulée Hell. Cette œuvre est un diorama, c'est-à-dire une maquette très poussée d'une scène généralement historique, diorama qui représente une version de l'Holocauste située en enfer, où les nazis seraient des démons tourmentant leurs victimes. Il existe un petit film réalisé à partir des vues de la maquette, dont la minutie et le talent n'ont d'égal que la puissance des horreurs qui y sont présentées. Petite anecdote, juste avant l'achèvement de ce diorama, l'atelier de fabrication des Chapman prit feu et ils durent tout recommencer à zéro. Les 2 artistes perdirent dans l'aventure plusieurs dixièmes à chaque œil, tant le travail fut long et minutieux. 2 frères donc sans un seul pour rattraper l'autre, mais qui à eux 2 forment une œuvre colossale et cauchemardesque. On va maintenant s'intéresser à un mouvement un peu dark, j'ai nommé l'actionnisme viennois. L'actionnisme viennois fut un mouvement aussi bref que violent, qui contint en son sein 4 artistes principaux, Otto Mühl, Hermann Nietzsche, Günter Bruch et Rudolf Schwarzkogler. Ce mouvement va naître sur les ruines de la politique conservatrice bourgeoise puis nazie qui sévit en Autriche. L'actionnisme veut retrouver l'esprit provocateur du début du siècle. Le corps est simplement devenu un outil performatif, un vaisseau qui permet d'interroger la culture, la société et un héritage trop lourd à porter. Les performances des actionnistes sont très sanglantes et assez dures à regarder. Le mouvement va évidemment beaucoup faire parler de lui et choquer tout autant. Mais les actionnistes revendiquent un nouvel art, direct, vivant et global. Un art d'action qu'on puisse toucher et sentir. Leur première performance se déroule dans un milieu plutôt underground, mais la teneur de celle-ci va finir par faire réagir les autorités. Les actionnistes s'adonnent en effet à la mutilation, utilisent le sang, l'urine et autres déjections comme matière première de leur travail, utilisent des cadavres d'animaux pour leurs œuvres. Plusieurs des actionnistes passeront par la case carcérale. 2 d'entre eux finiront par s'exiler quand un dernier se suicidera. On ne peut donc pas franchement dire que les actionnistes viennois soient les mecs les plus fun de la Terre, mais leur démarche résonne encore aujourd'hui dans l'art contemporain actuel. Notre prochain artiste s'appelle Maurizio Cattelan. Issu d'une famille modeste, Cattelan va commencer sa carrière par un enchaînement de petits boulots, dont un dans une morgue qui va beaucoup le marquer. La plupart de ses œuvres mettent à mal la religion ou le sacré dans son ensemble. Son œuvre phare, la Nonna Ora, représente le pape Jean-Paul II terrassé par une météorite. Certains de ses travaux vont mal tourner, comme par exemple à Milan, où Cattelan pend 3 mannequins d'enfants à un arbre sur une place de la ville. Un homme va se blesser au crâne en tentant de décrocher un des enfants factices. Ses œuvres parlent d'elles-mêmes. Charlie Don't Surf montre un enfant dont les mains sont clouées à son bureau par 2 crayons de papier. Par peur de l'amour, montre un éléphant en uniforme du Ku Klux Klan. L'œuvre Him, son œuvre la plus polémique, représente Hitler à genoux, en train de prier. Beaucoup d'œuvres de Cattelan interrogent le bon goût, la subversion, mais aussi les fantômes de son pays. On va ensuite continuer notre sélection avec un artiste français qui s'appelle Éric Pougeot. Le travail d'Éric Pougeot est très sombre et grinçant,
tout en véhiculant une sorte d'humour plus noir que noir. La famille, l'enfance, les codes et l'hypocrisie de notre société sont des thèmes récurrents chez Pujo, mais le fil qui parcourt toute son œuvre est tout simplement la mort. Ainsi, vous avez peut-être déjà vu passer ces pierres tombales aux épitaphes franches et directes, aux doux sobriquets affectueux et éternels. Sa gamme couronne de fleurs ravira également les plus esthètes d'entre vous. Le détournement des objets du quotidien ne se limite pas au mobilier mortuaire, mais investit également les objets plus communs. Que dire par exemple de ce brumisateur d'urine, sobrement intitulé « Pour maman ». Difficile aussi de rester insensible aux petits mots fictifs que des parents imaginaires auraient laissés à leur enfant sur une table de cuisine. Par exemple, sur l'un d'eux, on peut lire « Mes chéris, quand papa et maman mourront, vous serez seuls, puis vous mourrez aussi. À ce soir, maman ». Et laissez-moi vous dire que celui-ci est le plus mignon. Ses travaux nagent plutôt dans la partie immergée du verre à moitié plein. C'est-à-dire, n'allez pas voir une de ses expos si vous avez le moral dans les baskets. Pour autant, son travail nous interroge sur le temps, les autres, la famille et la mort. L'artiste avec lequel nous allons nous quitter n'est autre que Wim Delvoye, plasticien belge né en 1965. Ce n'est pas tant dans la biographie ou la personnalité de l'artiste que l'on va trouver quelques subversions, mais bel et bien dans son travail. Un travail toujours à la limite de l'humour et du malaise. Cet équilibriste du bon goût est rentré dans l'art contemporain avec une œuvre phare qui porte le doux nom de cloaca. Cette machine se propose de recréer parfaitement l'opération de la digestion humaine. Il suffit donc d'insérer des aliments frais dans une extrémité de la machine, attendre un peu et guetter à l'autre extrémité qu'un bel étron fumant s'offre à nos yeux médusés et ravis. La carrière de Wim est lancée. Friand de polémique, Wim Delvoye expose en 2010 7 cochons tatoués qu'il a élevés près de Pékin avant de les naturaliser. Voyageant d'hôtel en hôtel, Delvoye garde toujours un petit souvenir de chaque escale en s'enduisant l'anus de rouge à lèvres afin de déposer un délicat et fugace baiser rectal sur une fiche de l'hôtel. Dans son œuvre Trophy, il nous montre 2 cerfs dans une position kamasutraesque et passionnée, œuvre qu'il déclinera en plusieurs matériaux. Sa série des nichoirs nous présente aussi des abris pour oiseaux, affublés d'accessoires sadomaso fort saillants. Dans les 9 muses, il réalise des vitraux à partir de radiographies de scènes pornographiques. Enfin, une de ses séries, sobrement intitulée Marble Floor, nous présente des sols d'église reproduits à la perfection avec de la charcuterie. L'art de Wim Delvoye en dégoûtera sans doute certains, mais je considère qu'il excelle dans ce no man's land situé entre le génie et le mauvais goût. Bisous! Je vous conseille fortement d'aller découvrir son site internet qui s'intitule VimCity, réalisé en pixel art isométrique en hommage au SimCity originel. C'est la fin de cette deuxième vidéo de sélection thématique, j'espère que vous avez découvert quelques artistes, et pour ma part je retourne bosser sur la suite et je vous dis à très vite. Salut!